Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, les personnes de plus de 70 ans pourront se faire vacciner à partir de samedi. 1 million d'enseignants auront un accès prioritaire au vaccin à partir de mi-avril. Nous reviendrons dans un instant sur les engagements pris aujourd'hui par Emmanuel Macron. C'est une quasi-obligation pour tous les employeurs, mais le télétravail peine à s'imposer. Des entreprises sont parfois réticentes, ainsi que les salariés dont certains sont reclus chez eux depuis un an. La justice a-t-elle failli dans l'affaire Magali Blandin? Cette femme de 42 ans, tuée par son mari, avait déposé plainte il y a plusieurs mois pour violence conjugale. Plainte classée sans suite. Nos journalistes ont enquêté. Dans ce journal également, des odeurs pour vous faire acheter. Des concessionnaires automobiles, des magasins de vêtements, des hôtels utilisent des fragrances minutieusement choisies pour vous séduire et vous inciter à la dépense. Enfin, nous partirons au paradis des animaux sauvages, dans le parc du Serengeti en Tanzanie. 4 millions d'animaux vivent en liberté. Les visiteurs étant rares en ce moment, les lions, les guépards, les gnous n'ont jamais été aussi peu dérangés par les hommes. Vaccinés matin, midi et soir, alors que moins d'un Français sur 10 a été vacciné à ce jour. Emmanuel Macron a promis d'accélérer la cadence. 3,5 millions de personnes âgées de 70 à 74 ans vont pouvoir recevoir une première dose. Il faut se dépêcher, a expliqué le chef de l'État, car les semaines qui viennent vont être un point de bascule. Arnaud Etcheverry, Mathieu Rio et Léa Deschâteaux. Jusqu'à présent, seuls les plus fragiles, ceux qui souffraient d'une pathologie grave, y avaient droit. Dès samedi, l'ensemble de la tranche 70-75 ans pourra se faire vacciner. Il serait temps, parce que ça devient très compliqué. Moi, je suis vacciné, mais ma femme, elle n'arrivait pas à se faire vacciner parce qu'elle n'a pas encore 75 ans. En visite dans un centre de vaccination, le président de la République a donc décidé d'accélérer. Vous l'avez fait ou pas encore? Vous allez le faire. Vacciner matin, midi et soir. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. Et il n'y a pas de trêve. Il n'y en aura pas jusqu'au bout. Le président de la République veut également que tous les plus de 75 ans puissent se faire vacciner. Bien souvent, les personnes âgées ne parviennent pas à prendre rendez-vous. Trop compliqué, trop long. Ça marche pas. Je suis toujours occupé. Moi, je me ferai vacciner quand il n'y aura plus la queue et que ce sera facile de le faire. Dès lundi prochain, l'assurance maladie les appellera pour leur trouver un créneau. Le gouvernement réfléchit également à un numéro vert, sorte de coupe-fil, pour une prise de rendez-vous plus rapide. Enfin, sur le nombre de doses, le nerf de la guerre annonce d'un effort supplémentaire dans les régions les plus touchées. 50 000 doses de plus vont être envoyées en région parisienne ces 2 prochaines semaines. 30 000 dans les Hauts-de-France, autour de 10 000 en Normandie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce centre de vaccination à Saint-Denis, 400 personnes sont sur liste d'attente. Est-ce qu'on en a assez? On n'en a jamais assez. Et c'est pour cela aussi qu'on veut créer des outils plus forts, plus puissants, avec ce grand vaccinodrome du Stade de France. Celui du Stade de France ouvrira dès le 6 avril. Car l'objectif est toujours le même, 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril, 30 millions à la mi-juin. Vacciner en priorité les enseignants, pour les protéger et pour protéger les élèves, c'est le choix qu'ont fait de nombreux pays, les États-Unis, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne. Mais avant les annonces faites aujourd'hui par Emmanuel Macron, le gouvernement ne l'avait jamais recommandé, alors même qu'il souhaite que les écoles, qui sont sans doute des foyers de contamination, restent ouvertes. Qu'en pensent les principaux concernés? Mathilde Véron, Éléonore Paillereau et David Pires. Raouia Riani est enseignante en CM2. Très bien, c'est parfait. Qui c'est qui fait suivant? Hugo. À 34 ans, en bonne santé, elle devrait pouvoir se faire vacciner dès le mois d'avril. La voilà soulagée. J'attends le vaccin avec impatience. J'ai vraiment peur d'attraper le virus. J'ai quand même mes élèves derrière et on ne peut pas s'empêcher d'être en contact avec des personnes qui ont déjà le Covid. Hier encore, une collègue a été testée positive et la classe d'à côté a dû fermer. C'est la 2e en 15 jours. La direction compte plus que jamais sur la vaccination. Si on a des enseignantes qui sont vaccinées, eh bien, on n'aura pas besoin de fermer les classes. Ça sera vraiment un gros soulagement, parce qu'il faut vraiment plus qu'on ferme nos classes là. C'est la crainte numéro 1 aujourd'hui. Partout en France, plus de 2000 classes étaient fermées la semaine dernière. Un chiffre multiplié par 4 depuis début mars. Alors les parents aussi l'attendaient. Honnêtement, les absences, les cas contacts, ça commence à faire beaucoup. On travaille aussi, donc il va les garder nos enfants. Et puis pour la sécurité des enfants en même temps, donc
Je pense que c'est une bonne chose, ça aurait même dû être fait un petit peu plus tôt. Début mars, 4500 cas de Covid par semaine étaient recensés parmi les élèves et les enseignants. Ils étaient 14 000 la semaine suivante, plus de 17 000 la semaine dernière. Des chiffres qui suivent la tendance générale de l'épidémie, mais restent plus faciles à maîtriser dans le cadre scolaire. Il y a évidemment des protocoles sanitaires qui sont déjà en place et qui permettent de limiter les risques d'infection. Les enseignants arrivent à se protéger. Leur risque d'infection est inférieur à des gens du même âge et du même sexe, d'autres catégories professionnelles. D'autres pays, comme l'Italie ou le Portugal, ont déjà donné leur feu vert à la vaccination des enseignants. Chez nos voisins espagnols, ils peuvent être immunisés depuis fin février. L'une des principales batailles contre le Covid se déroule bien sûr à l'hôpital. Le nombre de patients atteints du Covid augmente très rapidement. Ils sont aujourd'hui 26 756. En Île-de-France, 1360 sont en ce moment même en réanimation, alors que le nombre de places n'est que de 1050. Les hôpitaux vont devoir reporter un très grand nombre d'interventions chirurgicales. Didier Pireschi, Laurent Delsol et Frédéric Petit. C'est en Île-de-France que la tension est la plus forte. Dans cette région, d'ici la fin de la semaine, les services de réanimation devraient accueillir 1550 malades, bien au-delà des capacités initiales. Pour y parvenir, l'autorité régionale de santé a fixé un objectif aux hôpitaux, déprogrammer 40% des opérations. Et ce n'est qu'une étape. La semaine prochaine, ils devront passer à 1800 lits de réanimation et peut-être 2200 la semaine suivante, soit 80% d'opérations déprogrammées. Pour ce chef d'un service de réanimation, c'est difficilement envisageable. Il ne faut pas déprogrammer totalement parce que c'est quand même des pertes de chance pour les malades non Covid. Deuxièmement, on va avoir du mal à mobiliser du personnel pour venir nous aider en renfort. Donc on aura du mal à augmenter au-delà de 2000 lits l'offre de soins critiques en Île-de-France. D'autres régions sont sous tension. En PACA, la saturation des réanimations a déjà conduit à reporter 40% des opérations. Dans les Hauts-de-France, ce chiffre approche les 50%. Parmi ces reports, des postes de prothèse de hanche, par exemple. En revanche, des spécialités comme la cancérologie sont encore sanctuarisées. Pour qu'elles le restent, les médecins en appellent à la responsabilité de chacun. Il faut continuer à respecter toutes les restrictions. La question de la déprogrammation des opérations non urgentes se posera peut-être ailleurs en France, là où l'épidémie progresse le plus. Regardons par exemple le département de l'Aube. Le taux d'incidence y est de 446 pour 100 000 habitants. C'est 2 fois supérieur au seuil d'alerte. Ce département fait d'ailleurs partie de ceux qui pourraient être reconfinés dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Reportage Pauline Dumortier, Pascal Rousset et Emmanuel Copeau. Se balader jusqu'à 19h, flâner dans les magasins. Dans l'Aube, la règle en vigueur, c'est le couvre-feu. Mais le département va-t-il encore tenir longtemps? Je pense que ce week-end, c'est bon, on est confinés. Ça fait déjà 2 week-ends qu'on se dit que ça arrive. Et là, je pense que voilà, on va être bon. L'Aube, on est quand même les mauvais élèves pour le moment, de la région Est. Ça monte, ça monte, ça monte. Le département est sous haute surveillance. 446 cas pour 100 000 habitants, l'un des taux d'incidence les plus élevés du pays. Pharmacie Fernandez, bonjour. Dans cette pharmacie, le téléphone sonne sans cesse. Les Troyens veulent se faire tester. Ça fait une quinzaine de jours que ça s'est accéléré. En quelques jours, on était complet tous les jours et maintenant, voilà, faut attendre 48 heures avant d'avoir un rendez-vous chez nous. Patricia, 59 ans, s'inquiète car les cas Covid se multiplient dans son entourage. C'est des cas qui sont proches. C'est des amis, c'est des voisins, des collègues, donc c'est assez inquiétant. D'accord, et c'est le cas pour tout le monde. Et c'est le cas pour tout le monde. Une augmentation des contaminations qui pèse sur les hôpitaux du département. Dans ce centre, il ne reste plus qu'un lit disponible en réanimation. Depuis une dizaine de jours, effectivement, on note une augmentation du nombre de patients à hospitaliser qui nous a fait ouvrir 10 lits supplémentaires sur le secteur Covid. On a plusieurs patients là qui arrivent où tout le foyer est infecté, les enfants, le conjoint, chose qui se voyait moins avant. Eux aussi sont inquiets. Les commerçants craignent la fermeture de leurs boutiques. Cette gérante a perdu 30% de son chiffre d'affaires à cause du couvre-feu. Un 3e confinement serait un vrai coup dur. Vous avez construit quelque chose pendant 22 ans et vous vous dites, si ça se trouve, dans un mois, je vais être obligée d'arrêter. Nathalie Seito devait recruter une employée. Pour l'instant, l'embauche est en suspens. Tous attendent de savoir si de nouvelles mesures seront prises dans le département.
Lors de sa visite aujourd'hui à Valenciennes, Emmanuel Macron a aussi abordé le sujet du télétravail. Il a demandé instamment, ce sont ses mots, aux employeurs d'appliquer partout où cela est possible le travail à distance pour ralentir la circulation du virus. Voilà pour la déclaration d'intention. Sur le terrain, dans les entreprises, les bureaux, les usines, ce n'est pas si facile. Pierre Galassio, Ève Mazet et Séverine Fortin. Cette semaine, il y a encore du changement dans cette entreprise. On a durci effectivement le rythme de présence au cabinet qui passe de 50 à 30% avec une jauge maximum qui est suivie au jour le jour. On doit participer, comme tout le monde, à la réduction de la présence des personnes dans les transports, dans les bureaux pour réduire au maximum les risques de contamination. Un rythme de télétravail que le patron de ce cabinet d'experts comptables estime pourtant trop important pour une productivité à 100% de ses 75 salariés. On voit pas forcément les gens, donc c'est un peu dur, mais sinon on s'adapte. Après, vu le contexte actuel, on n'a pas le choix. Cet autre patron, lui, donne le choix à ses employés, malgré les déclarations gouvernementales. Ici, c'est notre planning d'horaire de travail qui n'a pas changé depuis la fin 2020. On a posé la question à tous les services de savoir s'ils souhaitaient changer leur mode de travail par rapport à ces déclarations. Et la réponse a été unanime. Pas plus de télétravail. Aucun n'en veut. Non. Pourtant, le gouvernement voudrait du télétravail toute la semaine pour ceux qui le peuvent. C'est dur de rester 5 jours sur 5 enfermé, plus le week-end. En plus, maintenant, on est confiné, donc on peut pas sortir, on peut pas faire grand-chose le week-end. Donc vraiment, ne pas venir au travail, ça serait vraiment difficile. Si c'est obligatoire, ça me dérangerait pas du tout. Si je peux venir pour voir justement les collègues et le reste de l'équipe, je préfère. Des employés, des patrons qui ne veulent pas plus de télétravail et qui sont dans leur bon droit. Depuis plusieurs mois, il n'y a absolument aucune avancée sur les contraintes pour les entreprises. Le gouvernement, comme il n'a pas l'accord des partenaires sociaux ni un projet de loi pour modifier le Code du travail, eh bien, sa seule solution, c'est de faire pression sur les entreprises par les contrôles de l'inspection du travail. Des contrôles qui ne portent pas sur le télétravail en lui-même, mais sur le respect de l'obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. Distance, gel hydroalcoolique, port du masque. Depuis le début de l'année, 24 000 contrôles ont eu lieu et 34 entreprises ont été mises en demeure pour mise en danger de la santé des salariés. Avec la machine à café, le bureau partagé, l'atelier, c'était l'un des derniers lieux d'échange entre collègues de travail. Mais les nouvelles règles édictées aujourd'hui par le gouvernement vont transformer les cantines d'entreprise en salles de méditation. Depuis aujourd'hui, vous devez manger seul face à votre assiette. Ultra-moderne solitude à laquelle ont goûté Johan Engen, Yanis Matisse et Olivier Stambar. Dès demain, dans ce restaurant d'entreprise, adieu les déjeuners avec les collègues. Il faudra manger seul. Respecter 8 mètres carrés, soit 2 mètres de distance, tout autour de soi. J'avoue que je ne viendrai pas. L'avantage en fait du restaurant, c'est de pouvoir justement continuer de voir ses collègues. Si c'est pour manger toute seule, autant que je reste dans mon bureau. Je préférais avoir quelqu'un en face de moi avec qui partager des émotions, des sentiments de la journée. Avec une seule personne par table, il n'y aura plus ici 143 places assises, mais 71. Sauf à encourager le télétravail, il faudra élargir les plages horaires pour que tout le monde mange. Pas sûr que cela fonctionne, selon le directeur. On est en France, on aime bien manger. Je l'entends souvent, mes convives qui me disent « mais moi je ne suis pas capable de venir manger à 14h ou à 11h ». C'est pourquoi le gouvernement demande aux entreprises de développer le panier à emporter. Une option déjà mise en place justement chez ce spécialiste de la restauration collective. Je veux bien ne pas aller à la cantine, mais j'ai quand même besoin de manger quelque chose de chaud pour être de bonne humeur. C'est meilleur qu'un sandwich. C'est plus équilibré. Chacun choisit son menu et son créneau horaire en amont via une application. Tout se fait sur le mobile. On paye sur mobile, il n'y a pas de contact. Je récupère mon sac et puis je monte dans mon bureau et je peux manger vite fait, bien fait. Un service proposé par ce prestataire dans de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui, on délivre 1500 repas en click and collect. Avec l'effet de la saisonnalité et les beaux jours qui arrivent, on s'attend à doubler très rapidement ce chiffre-là. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès votre déjeuner de demain, pas seulement dans les 16 départements confinés, mais bien partout en France.
L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette question. La mort de Magali Blandin, cette mère de famille tuée par son mari près de Rennes, aurait-elle pu être évitée? L'enquête a révélé que plusieurs mois avant sa mort, en février dernier, elle avait déposé plainte contre son mari pour violence conjugale. Une enquête avait été ouverte, mais classée sans suite. Les enquêteurs, la justice, ont-ils manqué de discernement? Georges Brenier, Annie Bazard et Frédéric Jolf. Et si la mort de Magali Blandin avait pu être évitée? Ici ou là, des voix s'élèvent désormais pour crier au scandale après le classement sans suite à l'automne dernier d'une plainte déposée pour violence conjugale par la mère de famille contre son mari, un époux désormais assassin présumé. Magali Blandin l'accusait de l'avoir fait tomber alors qu'elle était assise sur un banc. Jérôme Gaillard sera bien placé en garde à vue, mais la plainte n'ira finalement pas plus loin. Le procureur, lui, assume totalement sa décision de l'époque. Le magistrat estime que les coups venaient des deux côtés du couple. Magali Blandin et ses enfants l'avaient d'ailleurs eux-mêmes reconnu. D'après le parquet, la réponse adaptée à ces violences était surtout un accompagnement psychologique. L'intensité de ce fait-là ne justifie pas un renvoi devant le tribunal. Dire que la justice ne fait pas son travail et que rien ne change, c'est très injuste. Les proches de Magali Blandin jurent aujourd'hui ne pas en vouloir à la justice. Car pour leur avocat, l'assassinat de cette femme n'est en aucun cas une banale affaire de violence conjugale. Jérôme Gaillard, c'est presque lui faire une forme de cadeau que de vouloir dire que tout ça serait un processus de violence conjugale qu'on aurait dû voir. Ça n'est pas cela, encore une fois, c'est une mise à mort savamment orchestrée. De nombreux enquêteurs estiment aujourd'hui qu'ouvrir une enquête à l'époque n'aurait sans doute rien changé à l'issue dramatique de cette affaire. C'est un phénomène alarmant dont nous vous parlons régulièrement dans nos journaux, les rixes, les affrontements parfois armés entre bandes rivales en région parisienne ou près de Lyon. Ces guérillas qui ont fait plusieurs morts opposent des groupes d'adolescents parfois âgés d'à peine 12 ans. Qui sont ces jeunes? Pour quelles raisons en viennent-ils à haïr d'autres jeunes qui habitent à quelques kilomètres de chez eux? Regardez cette remarquable enquête signée Florian Litzler, Gilles Parot et Xavier Boucher. C'est un dimanche printanier dans une cité des Yvelines. Au milieu des familles qui profitent du soleil, nous rencontrons des enfants pour qui la bagarre, ce n'est plus un jeu. Une bande de jeunes, 15 et 16 ans, en guerre avec le quartier d'une ville voisine. Ils acceptent de nous en parler, mais avant tout, ils veulent chanter. Un rap qu'ils ont eux-mêmes écrit, c'est leur moyen d'expression, et il en dit beaucoup. Régulièrement, ils se battent avec la bande rivale, sans savoir exactement pourquoi, ni depuis quand cette guerre a commencé. Ça date de longtemps. 30 ans. Ça date de longtemps. Vous étiez même pas né. On n'était pas né. On a grandi dans ça, on finit avec ça. Une fois que c'est lancé, tu ne peux plus t'arrêter. C'est fini. C'est lancé à vie, jusqu'à ta mort. La bande est unie, liée par le quartier. Ces jeunes viennent souvent de familles difficiles. Alors, dans la galère, les copains deviennent des frères, de sang s'ils le font. On est solidaires entre nous. On est toujours ensemble. On est du même quartier. Il n'y a pas d'embrouille entre nous, il n'y a rien du tout. Et ça représente quoi le quartier pour vous? C'est une grande famille. Vous connaissez, c'est de la famille. Voilà, une grande famille. Lui, une fois, s'est fait gazer. Attrape. On était obligé de partir. Il n'y a pas d'autre solution? Il n'y a pas. La femme qui essaye de décourager l'usage de la violence, c'est Mamassi, éducatrice spécialisée et militante associative dans l'Essonne. Si je vous dis la police, si je vous parle de justice... Ces jeunes, tous scolarisés, n'ont pas confiance dans les autorités. Pour l'éducatrice, il faut aller à leur contact sur le terrain pour renouer les liens. Ce sont des jeunes qui grandissent seuls, avec leurs propres règles, leurs propres codes. Et je pense qu'effectivement, si on veut à un moment donné changer la donne, il va falloir se réapproprier l'espace public et leur redonner confiance. L'isolement, l'abandon, c'est pour Daïe Diakité, un des grands de la cité, l'une des raisons qui explique que les jeunes tombent dans la violence. Le quartier, c'est tout pour eux. C'est leur vie. Ils ont connu que ça. Donc pour eux, se battre pour leur quartier, c'est naturel, c'est quelque chose de normal en fait. La violence ne transparaît pas que dans les mots, mais dans les images aussi. Certaines bandes filment et diffusent leurs bagarres sur les réseaux sociaux, par fierté et provocation. Les jeunes s'enferment ainsi dans ce que ce sociologue appelle une culture de bande.
On a aujourd'hui des jeunes qui restent quasiment connectés en permanence à cette culture de bande, qui commentent l'actualité sur les réseaux sociaux des bagarres de bande, qui téléchargent une série qui raconte des histoires de bande, qui jouent à un jeu vidéo où ils jouent le chef d'un gang. 2 ados de 14 ans ont été tués le mois dernier dans l'Essonne, lors de rixes entre jeunes. Les autorités peinent à trouver une solution. Et si elles venaient en fait des quartiers eux-mêmes? En région parisienne, 8 membres d'associations ont réussi à faire s'arrêter une guerre de 30 ans entre leurs 2 quartiers respectifs, le Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne et Hautenoux à Villiers-sur-Marne. Ils connaissaient bien les 2 bandes, ils en faisaient partie. Certains se sont même battus entre eux, ont fini à l'hôpital ou en prison. Malheureusement, je fais partie de ces histoires-là et on n'a pas été exemplaires. Voilà pourquoi aujourd'hui on est là, on essaie de trouver des solutions et éteindre le feu qu'on a allumé en fait. En 2017, il convoque les chefs de bande et leur intime l'ordre de faire la paix. Ça va marcher. La pierre angulaire d'un projet de ce type, c'est le casting. Ça veut dire que tous les acteurs locaux, ils sont reconnus et légitimes dans leur propre quartier. Il faut que l'action aussi, elle soit conjointe. Ils réunissent aussi les jeunes dans des activités communes, comme la réalisation de cette fresque. Ces 3 jeunes et d'autres l'ont peinte avec les anciens rivaux. Ça nous a permis de créer des liens avec l'autre ville. Ça a beaucoup servi. Maintenant qu'on les connaît un peu mieux, on ne va pas partir s'embrouiller avec eux pour rien. Une rivalité enfin éteinte. Dans les quartiers de toute la France, il en reste encore beaucoup d'autres à apaiser. Voici l'une des conséquences inattendues de la crise sanitaire. 35 ans après son arrivée en France, le bon vieux téléachat est de retour. Mais en 2021, ce sont les commerçants eux-mêmes qui montrent leurs marchandises, ou leurs meilleurs jours bien sûr, sur les réseaux sociaux. Seule solution quand les magasins sont fermés. Reportage dans le Nord, Sébastien Ambert, Sébastien Boé et Tanguy Jouard. Bonsoir les filles, merci d'être aussi nombreuses. Je vois que vous êtes beaucoup ce soir. 18h30 tout à l'heure, le live shopping peut commencer. Autrement dit, la vente sur les réseaux sociaux en direct dans cette boutique de vêtements à Halluin, près de Lille. Pauline propose des jupes, des vestes et derrière l'écran, 300 clientes qui achètent en direct. On détaille un peu comment il taille, comment la femme peut le porter. Voilà, on essaye de tourner ça un peu sur le ton de la bonne humeur et pour que les gens passent un bon moment et qu'ils restent avec nous. En moyenne, 90 articles seront vendus pendant le direct. Derrière l'écran, Nora, une cliente fidèle. C'est un moment sympa, ça rigole, c'est une bonne équipe, ça nous évade un peu, ça nous passe le temps aussi. Ma question c'est, est-ce que vous voyez bien ? Autre commerce, Cécile vend des articles de décoration ou des bougies parfumées. Et elle vient de recevoir cette palette entière. Le stock s'accumule, il faut donc le vendre rapidement. Cécile va donc s'essayer au live. C'est plus efficace, plus rapide en tout cas que de prendre des photos de chaque article pour les vendre sur des sites de e-commerce. Chaque article, ça nécessite un minimum de 3 photos, de prendre les dimensions. Donc, une des solutions proposées, c'est de faire en live. Cécile va faire son premier direct demain soir, mais elle ne maîtrise pas encore tout à fait l'informatique. C'est pas ma génération. Je me débrouille quand même, mais j'ai besoin de l'aide de plus jeunes pour ça. À 34 km de là, à Vimy, petit village du Pas-de-Calais, Anne-Laure s'entraîne. Elle a une doublure, donc c'est 100% polyester. À 21 ans, elle vient juste d'ouvrir sa boutique, du coup elle n'a pas d'aide de l'État et elle va faire ses premières ventes en direct vendredi soir prochain. Elle découvre les codes du téléachat. C'est que vraiment l'organisation soit carrée parce que si on commence à s'emmêler les pinceaux, on n'est pas crédible et donc les gens ils n'ont pas envie de rester, ils disent nous on s'en va parce que ça ne nous intéresse pas ou alors elle dit n'importe quoi. Donc, pas le droit à l'erreur. Voilà, pas le droit à l'erreur. La vente en direct sur les réseaux sociaux se démocratise grâce au confinement et on peut même parier qu'elle se poursuivra, même après la réouverture des boutiques. C'est une autre révolution à laquelle nous assistons depuis 1 an ou 2, le recul historique des ventes de véhicules thermiques, essence ou diesel. Aujourd'hui, plus d'1 voiture sur 10 achetée en France est hybride ou électrique, ce qui a bien sûr des conséquences sur l'industrie automobile, la fabrication des moteurs, des boîtes de vitesse, des pièces détachées. Reportage dans le Pas-de-Calais et le Morbihan de Ludovic Romanins et Vincent Piron. Dans le Morbihan, les 340 salariés se sentent abandonnés. Il y a 2 semaines, la direction a annoncé que la fonderie de Codan était à vendre. Raison avancée, un changement stratégique face à l'évolution du secteur automobile. On l'a pris comme une trahison, comme un coup de poignard en fait. Renault a mis une organisation en place pendant 10 ans et maintenant il nous explique que l'organisation qu'ils ont mis en place n'est pas rentable. Voici ce qui est fabriqué dans la fonderie aujourd'hui.
Des bras de suspension, des collecteurs d'échappement ou des éléments de boîte de vitesse. Des pièces en fonte fabriquées sur ces chaînes de production filmées il y a un an. Des éléments de moteur thermique qui pour la plupart n'existent plus dans les voitures électriques, désormais la priorité du propriétaire Renault. Le diesel n'a plus la cote. Il représentait 73% du marché en 2012, actuellement c'est 30%. L'essence aussi est en baisse. Le secteur a amorcé un virage radical vers l'électrique et a déjà provoqué des fermetures de sites comme celui d'Ibiden dans le Loiret. C'était il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, c'est une usine fantôme de 20 000 mètres carrés. Mélanie Saulnier a travaillé ici pendant 18 ans. Vous étiez parvenu depuis combien de temps? Depuis octobre 2019. Ça fait bizarre. C'est vide surtout et ça manque de vie. Elle était coordinatrice logistique. Des filtres à particules pour les moteurs diesel étaient fabriqués dans ces bâtiments jusqu'à 1500 par jour. Les commandes ont commencé à baisser. Les machines sont parties en Hongrie. Les 320 salariés ont été licenciés. La conjoncture, le fait que l'État veuille baisser les ventes de diesel, ça a forcément eu un impact sur nous. Ça a baissé les commandes. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Pourtant, certains sous-traitants ont su se réinventer. C'est le cas de Valeo à Étaples. Les alternateurs de moteurs thermiques se sont adaptés aux moteurs électriques, en y ajoutant ce boîtier noir électronique. 5 ans de recherche, 10 milliards d'euros d'investissement. Il y a 5 ans, Marie Leroux travaillait avec un marteau sur ses stators. Elle est aujourd'hui opératrice de production devant un tableau blanc. Il y a un problème chez le fournisseur, donc on va corriger l'anomalie. Elle est passée de la mécanique à l'électronique en suivant des formations en interne. L'usine se transforme, 3 lignes de production automatisées ont remplacé les anciennes. Le futur est au sein de l'électronique. Il n'y a pas que 3 lignes, il y aura beaucoup d'autres lignes supplémentaires en électronique. Donc ça permet de conserver votre emploi? Oui, ouais. Tout à fait. Un pari gagnant, car le carnet de commandes est plein. On a ici à Étaples, sur un site de 2000 personnes, recruté 300 personnes dans les 3 dernières années pour travailler sur ces différents métiers et assurer la transformation du site. Rouler en voiture électrique crée donc de l'emploi, mais place 150 entreprises en grande difficulté. Les moteurs thermiques font vivre en France 55 000 salariés. Un quart de ces emplois est actuellement menacé. Voici un mouvement de contestation pacifique, mais qui prend de l'ampleur. Dans plusieurs grandes villes, Nice, Nancy, Lyon, des associations de contribuables attaquent en justice la légalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils ont souvent gain de cause pour une raison très simple. Le montant de la taxe collectée est bien supérieur au coût réel de la prestation. Regardez ce reportage tourné à Nancy par Alice Bacot, Laurence Claude-Pierre et Marilou Xapliki. C'est un geste du quotidien qui coûte cher aux habitants de la métropole de Nancy. En 2018, 29 millions d'euros ont été prélevés aux contribuables pour leur taxe d'ordures ménagères, soit 11 millions de trop. 7,85% en 2018, ça fait 222 euros. Il est normal que, parfois, qu'au moins une partie nous soit restituée. Voilà. Et si c'est la totalité, ça sera encore mieux. La métropole a réalisé un bénéfice, une pratique interdite par la loi. 140 000 habitants sont concernés, mais dans les rues de Nancy, cette taxe reste un mystère. Je ne sais même pas effectivement comment je la paye moi-même. Alors je crois que c'est prélevé sur les impôts fonciers. C'est sûr, quand on se dit qu'on ne sait pas où est-ce que ça va, ça dérange. Face au manque de transparence, cette association de consommateurs a porté plainte. 11 millions d'euros de trop perçus ont disparu des radars. C'est une pratique assez commune. Ça permet de dissimuler des recettes, tout bêtement. C'est une pratique illégale, très clairement. La justice a donné gain de cause aux contribuables, mais le ministère des Finances chargé de les rembourser a fait appel. La métropole, elle, annonce savoir rectifier son calcul. La métropole s'est rapidement mise aux normes, c'est-à-dire elle a voté un budget, donc une nouvelle comptabilité, un budget annexe destiné uniquement aux déchets. Le but étant de bien sûr facturer le juste prix de l'enlèvement des déchets, ni plus ni moins le juste prix. Une nouvelle décision de justice sera rendue d'ici la fin de l'année. Les habitants devront donc attendre 2022 pour être remboursés.
L'actualité à l'étranger marquée par une nouvelle fusillade aux États-Unis à Boulder, dans le Colorado. Un homme de 21 ans armé d'un fusil d'assaut a tué 10 personnes, dont un policier, à l'intérieur d'un supermarché de la ville. Le tireur a été légèrement blessé aux jambes par la police. Il a été interpellé. On ne sait pas pour l'instant pour quelle raison il a ouvert le feu. Le président américain Joe Biden a aussitôt appelé cet après-midi le Congrès de Washington à agir sur les armes à feu et à bannir les fusils d'assaut. Partons à présent en Islande à la découverte d'un phénomène rare, je devrais dire rarissime, puisqu'il ne se manifeste que tous les 800 ans. Un volcan à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Reykjavik, s'est réveillé ces jours derniers. Il est accessible à pied, ce qui a attiré des centaines de curieux qui se sont installés aux premières loges. Je laisse courageusement à Olivier Santiki le soin de prononcer le nom du volcan. Jusqu'ici, les images étaient restées inédites. Voilà l'éruption au plus près du Fagradalsfjall, dans le sud-ouest de l'Islande. Peu après le réveil du volcan au début du week-end, un vidéaste lance son drone à l'aplomb des coulées et au cœur des projections. Après 800 ans de sommeil, la montagne s'est réveillée. Elle a relâché son magma dans une cuvette providentielle pour les nombreux curieux accourus sur place. Moi, c'est surtout la température qui m'a étonnée. On a senti, on a pris 10 degrés, 15 degrés en plus et on avait même tous le front super rouge. Ça sent assez mauvais. Ce qui m'a surpris, ce sont les teintes de l'orange. Beaucoup plus profondes que ce à quoi je m'attendais. C'est à couper le souffle. Selon les géophysiciens, 300 000 mètres cubes de lave déjà déversés et noircis au fil du refroidissement. Pour accéder à ce balcon naturel, 1h30 de randonnée seulement. Le phénomène est tellement accessible que police et sécurité civile ont été déployés pour gérer le flux. Mais la fréquentation devrait diminuer rapidement. Les vulcanologues prédisent une fin de l'éruption d'ici quelques jours. Depuis l'excellent Jean de La Fontaine, nous savons que pour séduire, il faut soigner son ramage et son plumage. Mais à l'heure du marketing triomphant, les odeurs, les parfums ont aussi une importance capitale. Si vous entrez dans une concession automobile ou une boutique de vêtements, il y a de fortes chances que les lieux soient savamment parfumés. C'est le grand format en odorama de ce 20h. Il est signé Quentin Fichet et Régis Rouanet. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous vous baladez et soudain, une odeur vous chatouille le nez. Un restaurant repérable à 10 mètres, le parfum d'un magasin de cosmétiques. Stéphane a fait de ses senteurs son métier. On est devant une boutique de prêt-à-porter enfant, évidemment. Pourquoi pas mettre un parfum de fraise Sagada, bubblegum. Du marketing olfactif. Utiliser les odeurs pour vendre. Rien que dans cette rue commerçante, filmée la semaine dernière, il a conçu les fragrances de 3 boutiques. Oui, effectivement, c'est la manipulation comme tout autre marketing, communication. La différence peut-être avec le parfum, c'est que si on ne veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux. Si on ne veut pas entendre, on se bouche les oreilles. Sentir, on est obligé de sentir. On en a besoin pour respirer. Et puis très souvent, quand l'odeur est là, c'est trop tard de toute façon. Sentir plus pour gagner plus. Ce marketing, né dans les années 30 aux États-Unis, est en plein développement en France. Vous voyez une note boisée, une note un peu plus haut de gamme, plus luxueuse, quoi. Ce concessionnaire automobile, par exemple, souhaite parfumer son hall d'exposition. Fini l'odeur de cuir, il faut plaire aux familles. Et par contre, ça, c'est plaisant. Ouais. Effectivement, des touches de réglisse. Ce que je veux, c'est que, voilà, il y a un petit quelque chose qui se crée. C'est, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je sens et je réfléchis. Et moi, l'essentiel, c'est qu'il garde juste un agréable souvenir du magasin. Il choisit donc quelque chose de fruité, floral, évoquant l'élégance, mais à quel prix? Un showroom comme celui-ci, on est sur une moyenne de 50-60 € par mois pour avoir une prestation globale qui permet d'avoir à la fois le matériel et le parfum. L'odorat intéresse beaucoup les marques. Pourquoi? Parce que c'est le sens que nous retenons le mieux. Et la raison se situe ici, quelque part entre nos deux yeux. L'épithélium olfactif est composé de cellules, des capteurs, qui se renouvellent tous les 28 jours. Autrement dit, nous avons un nez tout neuf chaque mois. Il reste donc efficace et on mémorise davantage. Nous partons à l'université de Toulouse, rencontrer l'un des experts de ce marketing sensoriel. Une chose à retenir, il n'y a pas d'odeur magique qui nous pousserait immédiatement à acheter. Mais un parfum bien choisi nous fait quand même rester plus longtemps en magasin.
Au niveau des senteurs positives, nous savons que certains parfums peuvent permettre de détendre les individus, typiquement le jasmin ou la lavande. À l'opposé, diffuser une senteur qui ne correspondrait pas avec le point de vente ne ferait pas sens. Une odeur de barbe à papa dans une banque pourrait déclencher des réactions négatives. C'est près du temple français du parfum, la ville de Grasse, que sont créées ces fragrances. Poivre rose, bergamote, dans ce laboratoire, 1500 matières premières. Et le choix est stratégique. Les dentistes préfèrent souvent de la fleur d'oranger, relaxante. Les cinémas, une odeur pop-corn. Et certains hôtels, de la figue. Très à la mode, elle évoque la modernité. Ce marché en plein essor offre aux parfumeurs des clients inattendus, des golfs, des parkings ou même des maisons de retraite. Ce sont autant de nouveaux débouchés. On est parti de zéro, aujourd'hui ça fait 10% de notre chiffre d'affaires. J'espère qu'en grandissant notre chiffre d'affaires, ça fera peut-être 15% et 20% dans les prochaines années. La concurrence se trouve notamment sur Internet, où le choix est vaste et étonnant. Flacons costard-cravate, whisky ou pain au chocolat pour embaumer une boulangerie. Tout cela favorise le bien-être du client et donc, en théorie, le pousse à l'achat. Mais est-ce si efficace? Voilà, mettez-vous face au miroir, s'il vous plaît. Ce magasin de vêtements a investi dans un diffuseur il y a 3 mois. Premier bilan plutôt satisfaisant. Ça crée une ambiance, en tout cas, qui détend le client, qu'il est juste à l'entrée. Et au moment de l'encaissement, ça diffuse. Donc voilà, le client, il est tranquille, il fait ce qu'il a à faire et ça peut complètement fidéliser. L'étape d'après a déjà été franchie. Certains hôtels, comme celui-ci, qui ont leur propre effluve, proposent à leurs clients de repartir avec un flacon, un parfum de vacances, à 25 €. Je vous emmène à présent à la découverte d'un des plus beaux parcs animaliers du monde. Il est situé au nord de la Tanzanie, en Afrique de l'Est. Le Serengeti est peuplé de plus de 4 millions d'animaux. Une arche de Noé où l'on peut observer des lions, des éléphants, des gazelles, des impalas et des centaines d'espèces d'oiseaux. Nos envoyés spéciaux Patrick Fondio et Tam Melaka ont même flashé un guépard à plus de 130 km/h. On dit de ce spectacle qu'il est l'un des plus grandioses de la nature. Une des transhumances les plus mythiques de la planète. Théâtre de ce voyage, un parc tanzanien nommé Serengeti. Moi je l'ai vu, elle est là-bas, tout au bout. Ah oui. 1, 2, 3. Ouais, c'est exactement ce que je veux voir là, c'est quand il court comme ça. Oh, là il y en a un. Oh là, là il y en a un paquet. Hein. Une migration de gnous et de zèbres sous le regard émerveillé de cette famille française. Des privilégiés aux avant-postes pour observer le passage annuel de ces millions d'animaux en route pour le Kenya, plus au nord. C'est trop stylé. D'habitude, on les voit dans des zoos. Là, c'est eux qui sont... C'est comme si nous, c'est nous qui étions dans les cages et eux, ils nous regardaient. Si la migration des gnous y est annuelle, le Serengeti, lui, se donne en spectacle à toutes les saisons. Dans son décor de 15 000 km², près de 2 fois la Corse, le parc porte bien son nom. En langue maasai, Serengeti signifie « plaines infinies ». La réserve, qui fête ses 70 ans cette année, est réputée être le 2e parc animalier d'Afrique. C'est ça qui est bien, c'est qu'au détour d'un virage, hop, on tombe sur un éléphant, sur des girafes, sur un troupeau de zèbres. Ça, c'est incroyable. Il faut bien ouvrir l'œil. Ouvrir grand les yeux pour ne pas rater l'attraction phare du parc, les Big Five, les 5 mammifères les plus iconiques de la savane. C'est d'abord pour les observer que les touristes étrangers se ruent depuis si longtemps dans le Serengeti. Oh là là, je suis pas trop rassurée, moi, quand elle se lève comme ça. À 2 mètres d'eux, les plus célèbres pensionnaires du parc, les reines de la savane. L'avantage du Serengeti, c'est qu'on peut s'approcher vraiment très très près des animaux. Ça va être trop bien. Au bout de leur safari, au Serengeti, à ce beau voyage, un apéritif à l'heure du crépuscule, presque seul au monde. Les Français sont devenus les touristes qui fréquentent le plus ce parc, déserté par les autres visiteurs étrangers. Aujourd'hui, de nombreux lodges dans le Serengeti ressemblent à celui-ci. Une piscine désespérément vide, malgré une vue imprenable.
Il y a des animaux qui ont endommagé le camp ces derniers temps? Ouais, quelques félins. Malgré la fréquentation en baisse de 95%, Samuel et Peter n'ont pas voulu fermer l'hôtel. Le prix des chambres a été divisé par 2, tout comme le salaire des employés. Mais les gérants gardent espoir, persuadés du pouvoir d'attraction du Serengeti une fois la crise sanitaire terminée. C'est parfait pour les touristes en ce moment. Regardez, la vue fabuleuse qu'on a ici. Pour nous, c'est loin d'être parfait. Mais on se contente du peu qu'on a. Et quand la situation sera revenue à la normale, on sera prêt et sur une bonne lancée, au lieu d'être complètement mort. En attendant le retour des jours heureux, le Serengeti est confronté à un défi immédiat. Préserver son exceptionnelle faune alors que l'argent des touristes se fait de plus en plus rare. Cette année, Denis n'a plus de ressources pour payer l'équipe qui l'aide depuis 7 ans à protéger les guépards de la réserve. Nous faisons face à une situation financière difficile à cause du Covid. Cela nous a obligés à réduire nos projets sur le terrain. Un territoire où vivent encore près de 300 guépards, l'une des plus grandes concentrations au monde. Chaque jour, l'homme qui veille sur ces félins recense leurs faits et gestes pour mieux les identifier et mieux surveiller chacun d'entre eux. Dans son objectif, une très jeune femelle. Elle doit avoir 1 an et demi ou 2 ans. Les taches de chaque guépard sont uniques, comme les empreintes digitales pour les humains. Donc nous les utilisons pour reconnaître les différents individus. Des données cruciales pour protéger ces guépards, un animal menacé d'extinction. En un siècle, sa population a baissé de 90%. Mais le Serengeti entend bien rester l'un des derniers sanctuaires pour le félin le plus rapide au monde. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre à vos très nombreuses questions. Bonsoir Alexia Maillère. Bonsoir. Beaucoup de questions précisément sur notre vie quotidienne. Celle-ci tout d'abord. Je me déplace beaucoup pour mon travail. Puis-je passer d'un département non confiné à un département confiné pour un motif professionnel? Oui Gilles, c'est tout à fait possible de circuler pour des raisons professionnelles. Vous pouvez donc aller par exemple de Caen non confiné vers Évreux confiné, mais il est obligatoire d'être muni soit d'une attestation dérogatoire sur laquelle vous cochez le motif professionnel, cas 6, soit de votre justificatif de déplacement professionnel. Deuxième question, comme 21 millions de Français, j'habite dans une zone confinée. Je ne peux donc pas me déplacer à plus de 10 km de mon domicile sans motif valable. Conduire ma fille à son cours de sport à 15 km de chez moi, est-ce que c'est un motif valable? Oui, et heureusement, parce que la situation est déjà assez difficile pour les enfants. Pour accompagner votre fille à son cours, qui est donc situé au-delà de la zone autorisée de 10 km, eh bien, vous devez vous munir d'une attestation de déplacement et cocher la case 3, celle qu'il faut utiliser en général pour déposer vos enfants à l'école ou à leurs activités périscolaires. Enfin, cette question qui peut concerner tous les Français, où qu'ils habitent. Y a-t-il un nombre maximum de personnes pouvant assister à un enterrement? Oui, en fait, ça va dépendre de votre lieu de culte et de sa taille. Le protocole sanitaire impose que 2 sièges vous séparent de votre voisin et vous ne pouvez occuper qu'une rangée sur 2. Ensuite, dans les cimetières, les cérémonies funéraires sont limitées à 30 personnes. Merci beaucoup, Alexia. Demain soir, sur LCI, juste après ce journal, Elisabeth Martichoux reçoit Marlène Schiappa pour son grand entretien. C'est sur le canal 26, bien sûr. Et puis sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de votre série SWAT. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour une édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous.